Les titres de ce journal à Madagascar, la nomination du Premier ministre divise l'opposition. Affaire libyenne, Claude Guéant devant les juges. Et puis en Chine, 23 mineurs secourus dans une explosion. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal de ce 6 juin. En Louvre, en Chine, 23 mineurs ont été secourus tôt mercredi matin, au lendemain de l'explosion qui a fait 11 morts et 2 disparus dans une mine de fer du nord-est de la Chine. Le commentaire de Inès Cha. L'explosion a été causée par un camion transportant des explosifs devant l'entrée de la mine située dans la province du Liaoning. Selon l'agence de presse Chine Nouvelle, 11 personnes ont été tuées et 9 autres blessés, dont 5 grièvement. L'accident s'est produit pendant que les mineurs descendaient des explosifs dans un puits de 1000 mètres. Les recherches étaient en cours ce matin pour retrouver 2 autres mineurs portés disparus. La Chine est fréquemment le théâtre d'accidents miniers. En décembre 2016, mars et mai 2017, le pays de Mao avait enregistré des accidents miniers. Affaire libyenne, l'ex-ministre français de l'Intérieur, Claude Guéant, a été entendu mardi au tribunal de Paris par les juges d'instruction. Ceux-ci enquêtent sur les accusations de financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007, une audition qui a été suspendue dans la soirée. Brice Guigri. Arrivé mardi matin au tribunal de Paris avec son avocat, Claude Guéant, aussi secrétaire général de l'Élysée sous la présidence de Sarkozy 2007-2012, en est ressorti en milieu de soirée sans s'exprimer sur les éventuelles suites données à cette audition. Son audition a été suspendue, a indiqué une source judiciaire sans plus de précision. Cet interrogatoire, dont le bureau des juges était le premier depuis son inculpation le 7 mars 2015, notamment pour blanchiment de fraude fiscale en bande organisée, en raison d'un virement suspect de 500 000 € à son bénéfice. L'ex-directeur de campagne de Nicolas Sarkozy, âgé de 73 ans, devait s'expliquer après l'inculpation de celui-ci pour corruption passive, recel de détournement de fonds publics libyens et financement illégal de campagne électorale, puis celle la semaine dernière d'Éric Woerth pour complicité de financement en tant que trésorier de campagne à l'époque. Les magistrats soupçonnent un lien entre un possible financement libyen de cette campagne électorale victorieuse et une forte circulation d'espèces au sein du camp Sarkozy, relevé par les policiers dans un rapport de septembre 2017. À Madagascar, la nomination du Premier ministre divise l'opposition. Le rassemblement hier mardi dans le centre d'Antananarivo a tourné un règlement de compte entre les 2 principaux partis de l'opposition. Les détails avec Cécile Itoni. Le centre d'Antananarivo est le théâtre des tensions à Madagascar. Depuis le mois d'avril dernier, l'opposition et le gouvernement se livrent une guerre ouverte. Après avoir contesté contre des lois électorales controversées, l'opposition demande désormais le départ du président élu en 2013. Pour calmer les tensions, le chef de l'État a nommé lundi dernier un premier ministre de consensus, conformément aux injonctions de la Haute Cour constitutionnelle. Seulement, la nomination de ce haut commis de l'État semble être la pomme de discorde entre les 2 principaux chefs de l'opposition, à savoir Mag Ravalomanana et Andry Rajoelina. Le MAPAR de l'ancien chef d'État Andry Rajoelina revendique la paternité de cette nomination, farouchement contestée par les députés du parti TIM. Responsable des sans-abri du quartier Anozizato, l'accord avec les 73 députés était que le Premier ministre à élire soit issu de la manifestation de la place du 13 mai. L'opposition a décidé de maintenir la pression en appelant à poursuivre les manifestations. Le président soudanais Omar el-Béchir a offert ses bons offices aux belligérants du conflit au Soudan du Sud en proposant d'accueillir des pourparlers de paix, a annoncé dans la nuit du mercredi le ministère des Affaires étrangères. Cette offre intervient après que le Conseil de sécurité de l'ONU a menacé jeudi dernier les factions belligérantes au Soudan du Sud de sanctions si elles ne parvenaient pas à mettre fin à la guerre civile qui ravage le pays depuis 4 ans et demi.
Le Venezuela vers la sortie de l'OEA, l'Assemblée de l'Organisation des États d'Amérique, OEA, a approuvé une résolution des États-Unis qui ouvre la voie à une éventuelle suspension du Venezuela pour une rupture de l'ordre démocratique. Une approbation contre laquelle Caracas a réagi, estimant que l'OEA n'est pas légitime pour décider de la légalité de ses affaires. Évolution dans l'éruption au Guatemala. Après 48 heures, le bilan est à 73 morts et près de 200 disparus. Et puis, selon l'Agence de l'ONU pour l'environnement, le plastique est un très gros problème en Afrique. L'organisation, à travers la Journée mondiale de l'environnement célébrée hier, veut attirer l'attention de tous sur la pollution au plastique. Le récit de Mamad Djedri. En Afrique, 4 millions de tonnes de plastique se retrouvaient dans les mers, océans chaque année selon l'ONU. La Journée mondiale de l'environnement a mis en scène cette année 2018 un point d'honneur sur la pollution au plastique. L'occasion a été d'encourager le pays à multiplier les actions pour réduire les déchets plastiques. Le plastique et la gestion des déchets en général est un très gros problème en Afrique. De nombreux pays prennent actuellement cette question au sérieux. Et certains nombreux pays ont adopté une législation interdisant le plastique en Afrique. Je donne l'exemple du Maroc, du Rwanda, du Kenya. Tous ces pays mettent en œuvre de manière efficace l'interdiction du plastique. L'Inde a été le pays hôte de cette énième journée de l'environnement. On poursuit en Côte d'Ivoire des militaires inculpés pour un bizoutage meurtrier. Le tribunal militaire d'Abidjan a inculpé 5 officiers d'une école militaire responsables d'un bizoutage ayant entraîné la mort d'un élève et d'un blessé. A-t-on appris mardi la source judiciaire. Le commandant de l'école militaire de Zambakro, son directeur de la formation et 3 élèves officiers qui ont porté les coups sont poursuivis pour homicide et violation de consignes, a précisé le commissaire du gouvernement, colonel Ange Kessi. L'école militaire de Zambakro est une institution sous-régionale qui accueille des élèves officiers d'Afrique, de l'Ouest et du Centre. Toujours en Côte d'Ivoire, la Cour d'appel de commerce d'Abidjan et la société française Lexbase ont signé mardi une convention pour la numérisation et la publication des décisions de justice afin notamment de lutter contre la corruption. Dans le cadre de cette convention, Lexbase va dans un premier temps numériser les 4000 décisions annuelles des juridictions commerciales ivoiriennes et les rendre consultables sur un site. La société devrait à l'avenir étendre le service au pénal. Une pièce de théâtre sur les massacres commis par le régime de l'ex-président zimbabwéen a pu être diffusée au grand public après 6 ans de retard. Les explications de Mamad Djedri. Interdite en 2012 par le président zimbabwéen Robert Mugabe, 1983, Année noire, une scène de théâtre a enfin été mise à l'affiche. La pièce présente les massacres commis par le régime de Robert Mugabe au début des années 80. L'une des actrices de la pièce a exprimé ses sentiments. Nous avons l'occasion de dire ce que nous pensons sur le cœur et raconter ce qui s'est passé à Matebela. C'est quelque chose qui a été étouffé pendant longtemps. La scène permet d'éveiller la conscience du public et de découvrir ou redécouvrir l'époque Mugabe. Vous avez vu ce qui s'est passé sur scène, comment les massacres s'est déroulés. Imaginez que ce soit votre frère, votre mère, et eux sont toujours au pouvoir. Et pour ne rien arranger, vous savez ce qu'ils ont fait, mais vous n'avez pas le droit d'en parler. Pourquoi? 1983, les années noires, apparaît après 6 ans de retard. En Corée du Sud, Alain Robert renonce à l'ascension de la World Tower de Séoul. La tentative du Français Alain Robert d'escalader la 5e plus haute tour du monde a échoué ce mercredi à Séoul. Inès Cha nous donne les détails. La légende vivante de l'escalade libre, Alain Robert, n'a pas pu achever sa tentative d'escalader la 5e plus haute tour du monde. Alain Robert a été freiné dans son élan par les agents de sécurité de la Lotte World Tower de Séoul. Le Spiderman français, comme on l'appelle communément, a voulu à sa manière saluer la paix entre la Corée du Nord et du Sud.
Je grimpe ce bâtiment pour mon ONG, New World Together, et parce qu'il se passe quelque chose aujourd'hui qui est vraiment incroyable et historique, la paix entre la Corée du Nord et du Sud. Donc je voulais dire que ce qui se passe entre ces deux présidents est incroyable. L'action du Spider-Man n'a pas été du goût des forces de sécurité de ce gratte-ciel de 123 étages. Elles l'ont contraint à s'arrêter au 75e niveau. Alain Robert, 55 ans, s'est lancé à l'assaut de l'immeuble de 555 mètres. Le cinquantenaire a à son actif plus de 80 édifices escaladés dans le monde. Affaire Tariq Ramadan, l'islamologue échappe à une troisième mise en examen. Incarcéré en France dans une affaire de viol sur 2 femmes, Tariq Ramadan a été entendu hier par les juges d'instruction parisiens. Plus de précisions avec Cécile Itoni. C'est un véritable tournant dans le dossier Tariq Ramadan. L'islamologue suisse, face aux accusations de Mounia, échappe à une nouvelle mise en examen pour viol après plus de 10 heures d'interrogatoire par des juges d'instruction dont il est sorti avec le statut de témoin assisté. Selon son avocat, les magistrats ont considéré à la suite des explications de Tariq Ramadan qu'il n'avait pas lieu de le mettre en examen. Un girl de 45 ans qu'il accuse de l'avoir violé à au moins 9 reprises. Le petit-fils du fondateur égyptien des Frères musulmans a reconnu avoir eu des relations sexuelles consenties avec Mounia, qui fut déjà cité dans l'affaire de proxénétisme du Carlton de Leeds, dans laquelle l'ex-ministre socialiste Dominique Strauss-Kahn avait été mis en cause. Entre l'avocat de Tariq Ramadan et les 3 femmes qui accusent le prédicateur musulman, suisse de les avoir violés, la bataille est aussi judiciaire que médiatique. Affaire à suivre. Dans l'actualité sportive, le match de préparation au Mondial 2018 Israël-Argentine, prévu samedi à Jérusalem, a été annulé sous la pression des Palestiniens. Ils avaient appelé Lionel Messi à ne pas y participer, craignant une récupération politique de l'État hébreu. Le commentaire de Brice Guigri. L'annulation de cette rencontre comptant pour la préparation du Mondial 2018 survient quelques heures après une mobilisation devant le terrain d'entraînement de la sélection argentine à Barcelone, où des militants palestiniens ont brandi un maillot de la sélection argentine maculé de peinture rouge sang et les ont apostrophés en les sommant de ne pas jouer le match. Un incident qui a, semble-t-il, marqué les joueurs sud-américains, selon les médias argentins. Le ministre argentin des Affaires étrangères, Jorge Fourier, a indiqué que les joueurs de la sélection ne souhaitaient pas jouer le match. Même le sélectionneur a demandé qu'il n'y ait pas d'autres rencontres et que la sélection se concentre sur le premier match en Russie le 16 juin prochain. L'ambassade d'Israël a communiqué avec regret la suspension du match entre les sélections d'Israël et d'Argentine, déplorant les menaces et provocations dirigées contre Lionel Messi qui ont logiquement suscité la crainte de ses pairs. La chancellerie israélienne souligne que l'amitié entre la République argentine et l'État d'Israël, qui va fêter ses 70 ans, ne se réduit pas à un match de football. Le pays démocratique et le plus pluriel composé de juifs, musulmans et de chrétiens espère toujours avec impatience recevoir les principales figures du sport argentin. De son côté, mardi en fin de soirée, la Fédération argentine de football n'avait pas confirmé l'annulation ni donné d'informations sur une éventuelle opposition contre une autre sélection avant le départ pour la Russie. Pour sa part, la Fédération palestinienne de football s'est réjouie dans un communiqué de l'annulation de cette rencontre et remercie toutes les parties et les institutions populaires et sportives dans le monde entier pour avoir travaillé sans relâche afin que le message du sport et du football en particulier triomphe et pour avoir refusé que le sport soit utilisé comme un outil de chantage. Refermons ce journal comme nous l'avons ouvert par la Chine. Le développement économique effréné a fait battre la nature en retraite, mais dans un petit village insulaire au large de Shanghai, la végétation verdoyante a regagné le territoire perdu de façon spectaculaire. La seule chose qui perturbe aujourd'hui la reconquête du village par cette végétation luxuriante est la foule de touristes. Ils viennent y admirer le cadre féerique et les panoramas sur la mer de Chine orientale. Je vous dis au revoir avec Anne Baratin. La nature ne demande pas, elle exige. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur A12 TV.